Bien, mais nous avons le plaisir, Virginie Testu et moi-même, d'inviter le docteur Sekaldi à nous parler d'éthique et soins de support. J'ai le plaisir de le présenter. Alors, je vais essayer d'être brève, mais on est quand même obligé de dire un certain nombre de choses. Donc, Joël Sekaldi est médecin des hôpitaux, je crois pré-retraité, très actif, disons, ancien chef de service d'hématologie au CH de Libourne. Il est cofondateur du GRASF, qui s'est transformé en GRASFO, puis AFSOS, dont il est toujours membre très actif. C'est un grand spécialiste de l'éthique et de la démarche participative. Il est vice-président de l'espace bioéthique aquitain. Il est très engagé dans des associations qui visent à promouvoir l'éthique, à la fois l'éthique clinique et l'éthique organisationnelle. Et il a dirigé l'ouvrage qui a été présenté tout à l'heure par Virginie, un ouvrage pour un travail soigné dans une démarche participative. Vraiment, je le remercie de nous octroyer du temps parce que je crois qu'il est très occupé en particulier cette semaine parce que alors je sais tout, entre un futur doctorat, enfin une thèse, et des journées en région, il nous accorde du temps et voilà, on le remercie beaucoup. Et commencer, je disais en arrivant, mais je pense que ça va être repris, commencer une journée de soins de support sur l'éthique dans un endroit chargé de tant d'histoires sur les droits de l'homme, sur la vie et parfois ces tristes événements, je trouve que c'est quand même très symbolique et c'est très fort. Voilà, donc merci. Juste un petit problème organisationnel. En fait, nous serons 3 modérés parce qu'il y a le docteur Philippe Barjot qui est invité, qui, comme vous le savez, est très intéressé depuis très longtemps dans la région par l'éthique. Il y a eu un tout petit problème, c'est que nous n'avions pas eu sa réponse. Et donc, on ne savait pas s'il venait et on a la chance de le voir. Donc, merci Philippe et on sera 3 modérés tout à l'heure. Vous voyez d'emblée, l'autonomie, c'est une affaire de dépendance. Hein. Oui, je vais faire plutôt, je vais faire comme ça va aller très bien. Est-ce que vous pouvez l'élargir? Ah, c'est bon. Oui, parfait. Parfait. Merci pour votre accueil dans ce si bel écrin. Il faut peut-être que je prenne ça pour... Vous m'entendez? Oui, ça marche. Vous m'entendez mieux comme ça, hein? Bien. L'éthique. D'emblée, j'ai senti dans les mots très chaleureux et gentils de la présentation qu'il y avait peut-être un lien entre éthique et expertise. Oui, sans doute. On peut assumer une expertise. Mais je voudrais tout de suite que nous soyons très à l'aise, tous, avec l'éthique. Hubert Doucet, qui est un Canadien, qui a beaucoup publié sur les questions d'éthique, compare l'éthique à un iceberg, avec, comme tout iceberg qui se respecte, une partie émergée, une partie immergée. La partie émergée, qui est la plus petite, est évidemment visible. Elle est facilement médiatisable. Celle-là, oui, on peut l'appeler éthique des experts. Une forme clinique typique pourrait être le Comité consultatif national d'éthique. Mais il y a la partie immergée, beaucoup plus importante en quantité et de valeur égale. C'est celle des décisions qui se prennent des centaines et des milliers de fois par jour sur le terrain face à des situations dont la complexité ne permet plus à un individu seul de choisir. Voilà. Alors je voudrais que l'éthique promue ce matin soit finalement celle de tout cet iceberg et que l'on prenne en compte d'emblée la pluralité qui sied à l'éthique et la transversalité et la liberté dans l'échange. Voilà.
Alors, éthique, c'est d'abord s'interroger. Eh bien ça, vous l'avez fait. Je le sais parce que Stéphane me l'a dit et il me l'a écrit. Dans la préparation de cette journée, des questions vous ont été posées, où vous avez été sollicité pour vous interroger en commun et en public sur ce que pouvait être éthique et soins de support. Et du mot, écrit par Stéphane, je note, est-ce que les soins de support sont ou non une spécialité en soi? Quel est le sens du métier autour du patient? On va le revoir, mais métier, je suis un amoureux des racines. Métier, c'est une contraction de ministère. Et ministère, ça veut dire, vous le savez bien, serviteur. Une autre question, pas de différence éthique entre les soins de support et la cancérologie dans son ensemble. Une autre question encore, quels soins, à quel moment, pour quelle personne? Voilà. Comment se construisent les questions que vous avez vous-même posées. Et puis, est-ce éthique de pouvoir prendre en charge un patient dans un établissement où n'existe pas d'organisation des soins oncologiques de support, en tout cas des soins en tant qu'organisation, c'est-à-dire déclinés au plan institutionnel, même s'ils existent sur un plan interindividuel. Voilà. Une autre question encore, et c'est la dernière là, que j'ai dans ma liste, c'est-il des traitements sans réflexion en soins de support? Est-ce possible? Est-ce raisonnable? Est-ce sérieux? Bon, ça, c'est mon commentaire derrière, ce n'était pas écrit dans la question. Et puis, oui, il y avait quand même aussi une remarque sur soins de support et cancer et toutes les implications concrètes et les enjeux éthiques de la chronicité. Puis une chose qui n'apparaît pas là, mais dont Stéphane m'avait parlé tout de suite, c'était aussi la nécessité de bien choisir les circonstances, les temps, les lieux où il faudra arrêter un traitement que de manière consensuelle, on commencera à considérer comme déraisonnable. Et donc vous avez l'explication là des 3 sous-titres de ce titre, soins des mots, mots des soins, limitation, arrêt des traitements, puis chronicisation des mots. Alors, il n'est pas question, dans un temps limité, d'aller injecter des tas de données, ce n'est pas le mode de l'éthique. Non. On fera ce qu'on pourra dans le temps qui nous est imparti, calmement, avec la liberté de l'échange. Et donc, on va focaliser surtout sur la première partie. Vous avez vu toutes les questions. Beaucoup de questions sont centrées sur les soins, le sens du soin. Et le sens du soin, c'est, si j'ose dire, les 3 sens du sens. L'éprouver, le sens des sensations, le sens en tant que direction et le sens en tant que signification. C'est là-dessus qu'on va se focaliser surtout. Je disais donc, l'éthique, c'est s'interroger. Mais et ça va ensemble, c'est comme les 2 faces d'une pièce de monnaie, c'est écouter. Et donc, après le recueil du fruit de vos réflexions, transmis par Stéphane, eh bien, 2 ou 3 propositions, donc, pour pouvoir ensuite échanger, se parler librement et vraiment. Et ça, finalement, c'est le fond de commerce de la démarche participative. Donc, je vous invite ce matin à mettre en musique la démarche participative à travers ces 3 quarts d'heure que nous avons ensemble. Donc éthique, mais c'est également soins de support. Et là, vous voyez, on ne s'était pas concerté, mais j'ai bien vu en entrant qu'il y avait exactement cette diapositive qui donne la définition des soins de support, on est bien d'accord. Soins et soutien à la personne tout au long de sa maladie, conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Alors j'ai mis traitement spécifique sous une autre couleur, parce que je veux là transmettre un premier message, c'est que bien sûr, les soins de support, ils sont définis en référence à. Et donc, puisque c'est en référence à, il faut admettre que ce sont des pratiques, mais qu'elles sont sans doute complémentaires et alternatives. Et ça, ça veut dire qu'il y a un essentiel et un accessoire, ça veut dire qu'il y a un principal et un complémentaire. L'essentiel, le principal, bon ok, ce sont les traitements spécifiques. Et les soins de support s'inscrivent donc en
rapport avec eux, en complémentarité avec eux. C'est une invitation à deux choses. Un, à la modestie et à l'humilité. Deux, au fait qu'on n'est pas seul au monde en tant que professionnel des soins de support. Il y a du monde dans le monde de la santé, si j'ose dire. Ok, c'est accessoire, oui. Mais il n'y a pas de complexe à avoir en situation d'accessoire. Le complément en question, il est, et ce n'est pas de la fausse modestie, les faits parlent d'eux-mêmes, il est indispensable, il est incontournable. En fait, les soins de support sont la seule passerelle entre le technique et l'humain. J'irai plus loin, les soins de support, c'est une condition sine qua non pour répondre aux besoins des personnes confrontées à la maladie grave, qu'elle s'appelle cancer ou autre chose. Il n'y a pas de traitement possible s'il n'y a pas de soins. Et il y a une façon négative de le représenter ou de le voir. Ça, par définition, c'est pas mesurable. Mais on le sait d'expérience. Combien de personnes, se sentant gravement malades, mais pressentant que pour traiter cette maladie, il va falloir en passer par une épreuve bien compliquée, retardent au maximum, sinon même annulent le moment où il faut entrer dans le système, où il faut entrer dans le monde de la santé. Donc les professionnels qui sont à l'intérieur s'en aperçoivent même pas, puisqu'ils ne sont en contact qu'avec ceux qui franchissent ce seuil et consentent à entrer, même s'ils craignent que les traitements ne leur fassent plus de mal que de bien. Donc il y a une question de perte de chance, et au niveau sociétal, au niveau du monde de la santé, au niveau des responsabilités institutionnelles et politiques, l'enjeu est énorme. Et il est donc éthique. J'explicite un peu plus, puisqu'il s'agit, assumons-le, de pratiques alternatives et complémentaires. On a dit complémentaires, alternatives. En fait, le terme est inapproprié d'alternative, parce que, en bon français, une alternative présuppose deux branches et un vrai choix. Mais en fait, quand il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas deux branches. Il y a ou les soins ou rien. Et comment ça s'appelle quand il n'y a en fait rien d'autre que du soin? Enfin, comment ça s'appelle? Ça rappelle une autre situation historique où des pionniers, eux, des soins palliatifs, se sont présentés courageusement dans le monde de la santé en disant et en écrivant: voyons, qu'est-ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire? Là, pour les soins de support, c'est pas quand il n'y a plus rien à faire, c'est tout simplement quand il n'y a rien à faire, si, dans la situation d'une maladie grave donnée, il n'existe pas encore de traitement spécifique. Fort heureusement, et merci, les progrès permettent de diminuer de plus en plus ces situations où il n'y a pas de traitement spécifique, mais il en reste quand même. Et donc, les soins, c'est comme d'habitude. C'est le cœur du métier en même temps. Et il s'agit de savoir-être et d'être, éventuellement, à défaut de faire au sens, je le répète, des traitements spécifiques. Je saisis l'occasion pour une petite phrase d'un théologien qui est très à la mode aux États-Unis, qui est Stanley Hauerwas, et qui indique que la souffrance, c'est un mystère. On n'a pas toutes les clés, on n'a pas tout le sens. Un mystère qui, même si on n'a pas toutes les clés, requiert une présence. Et la présence, c'est certainement la première composante universelle et incontournable du soin. Et donc, c'est bien sur le soin qu'on va se centrer. C'est votre attente et votre souhait. Eh bien, c'est là que je vais essayer de faire des propositions. Ces soins, ces pratiques soignantes, elles sont conjointes, on l'a vu, et ce mot est particulièrement important dans la définition, conjointe. Et là, donc, ça indique tout de suite qu'il n'y a pas de différence sur une échelle de valeur entre les deux parties conjointes, à savoir les traitements spécifiques d'un côté et les soins de support de l'autre. Et puis c'est indispensable, on l'a dit, et ça veut dire que si ça n'y est pas, ça s'appelle de la négligence. Et Éric Fiat, un philosophe parisien que vous connaissez sans doute, dit que la négligence, c'est une violence sans force. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Eh bien, les animaux manifestent de la force sans violence quand un tigre ou un lion déchire sa proie pour se nourrir. Mais il n'y a que les humains pour manifester une violence sans force quand, par exemple, ils se penchent sur le trou de la serrure pour regarder de l'autre côté ce qui se passe et qu'ils ne devraient moralement pas regarder. Ces soins, ils sont universels, ils sont intemporels, ils ont toujours existé. On n'a pas attendu l'avènement de la science et de la technique pour qu'ils existent. Et comme la répartition des traitements, nous le savons tous, n'est pas égale, qu'elle est hétérogène sur le globe, il y a encore des endroits où ces traitements n'existent pas, mais il n'empêche, même dans ces endroits, il y a sans doute des soins, parce qu'il y a des humains avec une sensibilité. Ces soins sont nobles, ils sont dignes d'estime, quel que soit le temps et le lieu. Ils sont tout simplement humains. Première distinction, ça c'est un travail pour l'éthique en tant que philosophie, essayer de bien nommer les choses pour éviter le malheur du monde. C'est Camus qui parle comme ça, mais en tout cas, puisqu'on a parlé de traitement et de soins, allons-y, tentons déjà de trouver des critères pour distinguer. Mais ce sont des choses que nous soignants connaissons déjà ou sentons déjà. C'est la visée qui fait différencier traitement et soin. La visée du traitement, c'est la maladie. La visée du soin, c'est la personne malade. On dit bien soigner un malade et traiter une maladie. L'attitude professionnelle diffère aussi. Et ça, c'est de plus en plus clair et écrit dans les publications depuis 2000 à peu près. C'est en 2000 que les services d'anesthésie-réanimation ont commencé à produire des travaux sur quand on arrête, qu'est-ce qu'on arrête en termes de réanimation et comment, selon quelle procédure on arrête. Et les professionnels de la cancérologie, de l'hématologie ont vite suivi, comme par hasard. Les spécialités qui ont les premières publiées et réfléchies sur ces choses sont bien évidemment les spécialités qui étaient et qui sont les plus techniques. Un soin, de son côté, c'est continu. Ça, c'est le b.a.-ba des IFSI. Mais c'est sans doute aussi dans la culture des médecins. Un soin, ça se poursuit en principe jusqu'au bout. Donc négativement, en principe, ça ne s'arrête pas. On pourrait sans doute affiner, je ne sais pas si on trouvera le temps. Troisième critère différentiel entre traitement et soin. Je voudrais pour l'expliciter évoquer le climat de la clinique. Bon, évidemment, on est dans le contexte de la clinique, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Mais pourquoi climat ? En fait, il se trouve, c'est une curiosité linguistique, mais la racine du mot climat est la même que la racine du mot clinique. C'est kliné, le lit des Grecs, et c'est le verbe klinein qui désigne ce mouvement qui fait passer du vertical à l'horizontal. On le trouve dans inclinaison, inclination, déclin, et bien sûr dans clinique aussi. Alors, oui, climat, inclinaison, oui. L'inclinaison des rayons du soleil sur le globe qui détermine la répartition des climats sur toutes les régions de la Terre. Voilà. Alors, une question de climat, la clinique. Et comment différencier entre traitement et soins ? Eh bien, excusez le schéma, mais quand même, je pense qu'il y a de la pertinence à dire que d'un côté, le climat du traitement, c'est la guerre, et que de l'autre, le climat du soin, c'est la paix. Et la guerre, écoutez, les termes employés pour les traitements, vous les connaissez comme moi, traitement d'attaque, parcours du combattant, assaut thérapeutique, bon, puis on peut faire une liste qui va s'allonger. Il s'agit de combattre le mal et l'éradiquer, mais il faut également, il faut assumer, ça c'est nécessaire, et ça permet à beaucoup de vivre, et de plus en plus de vivre et de survivre. Mais justement, quelle est la qualité de cette vie qui est prolongée ? En tout cas, ça permet cette liberté-là. Et puis, climat du soin, la paix, quoi, ça correspond à l'apaisement du malade, l'apaisement des symptômes pénibles. Donc, vous voyez, on a Tolstoï en filigrane de notre diapositive. Je voulais maintenant, après avoir rapidement dit en quoi les soins de support sont complémentaires et alternatifs, rappeler qu'il existe
dans le monde tout court et dans le monde de la santé, juste à sa frontière, à sa lisière, d'autres pratiques qui s'appellent aussi complémentaires et alternatives. Et là, j'emprunte à Stéphanie Tringuet, qui s'occupe dans l'AFSOS de ce secteur bien délicat et sensible de la relation avec les pratiques complémentaires alternatives, qui a fait un article paru dans un dossier d'Horizon rhumatologique dont le rédacteur en chef est ici. Elle prend de la littérature américaine cette définition: les thérapies complémentaires et alternatives regroupent à un endroit et à une période donnée des approches, des pratiques, des produits de santé et médicaux qui ne sont pas habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle. Alors les soins de support, ils sont où là-dedans? Parce qu'ils font quand même partie de la médecine conventionnelle. On va dire qu'ils sont habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle. Mais vous savez, comme moi, vous, professionnels des soins de support, nous savons qu'à la porte frappent beaucoup de personnes qui prétendent détenir des pratiques utiles pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie grave, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'autre chose. Et quelle attitude peut-on avoir à l'égard de ceux qui frappent? Eh bien, reconnaître qu'ils existent, ensuite évaluer ce qu'ils proposent pour éventuellement l'intégrer dans les soins de support. Mais ça, c'est toute une facette qu'il faut assumer de l'activité des soins de support dans un esprit large et en même temps pas naïf. On peut faire un schéma pour récapituler ça. Finalement, les soins de support, vous voyez, ils sont à la frontière entre les traitements spécifiques en complément et de l'autre côté, donc, les thérapeutiques non conventionnelles ou médecine douce, le tout sur fond de santé et de bien-être. Et vous le savez bien, plein de personnes qui n'émargent pas comme malades recourent aussi aux thérapies non conventionnelles pour améliorer leur bien-être. Et c'est sur cet arrière-fond, sans convaincre, qu'il faut voir pourquoi et dans quel esprit les personnes atteintes d'une maladie comme le cancer vont envisager tout à la fois de bénéficier des traitements et des soins de support dans le milieu conventionnel et éventuellement d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose qui permettrait de vivre mieux avec et malgré la maladie dont ils sont affectés. Puisqu'on a introduit un troisième mot après traitement et soins, travaillons-le un peu plus. Thérapie, thérapeutique. Là, l'étymologie est claire. Chez les Grecs, thérapein, ce verbe, ça veut dire servir. Vous vous souvenez déjà, métier, ministère. Ça veut dire servir. Le thérapone chez Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'écuyer. Servir, pas que les hommes, les dieux aussi. Bien sûr, dans un milieu qui n'est pas tout à fait comme notre milieu laïque français du XXIe siècle. Mais enfin, on pourrait peut-être discuter un petit peu plus en détail là et voir que les frontières ne sont pas si fortes que ça. Et donc, thérapeutiquer, c'est l'art de prendre soin de quelqu'un. Et un thérapeute, eh bien, c'est un serviteur, à travers donc la notion de service, mais on peut dire aussi que c'est un soigneur. Et là, c'est l'occasion d'en rappeler qu'il y a deux mots français pour désigner celui qui soigne. On est plus habitué aux soignants dans notre jargon et dans notre milieu. Mais il y a aussi celui qui se trouve au coin d'un ring entre deux rounds et qui essaye de rafistoler la gueule cassée de son boxeur. Voilà. On fait encore le lien entre le soin et le combat. Et un professionnel de soins de support balance et balancera toujours dans son fort intérieur entre le soignant qui cherche l'apaisement et le soigneur qui cherche à soutenir la personne qui l'accompagne dans son combat contre la maladie. Il n'y a pas à choisir ou l'un ou l'autre. C'est et l'un et l'autre, sans doute pas en même temps, mais c'est une affaire de sensibilité, et ça, on va y revenir, pour savoir si maintenant c'est le moment d'être soigneur, ou si maintenant c'est plus le moment d'être soignant. Alors si je ramasse un peu ce que nous avons dit là,
Il y a divers services et serviteurs dans le monde du soin. On a déjà parlé du métier, des ministères, on a déjà parlé des thérapeutiques, des thérapies, des thérapeutes. On a peu parlé, même pas du tout, de l'administration. Mais c'est l'occasion d'indiquer, avec un petit clin d'œil amical, que l'étymologie du mot administration, c'est pareil, c'est ministère, et ça veut dire aussi serviteur. Nos ministres sont des serviteurs. Alors, ils le disent souvent, de l'État, effectivement. Et la question va être, elle est en dessous, au service de quoi si on est serviteur? Et on peut entamer la liste. Au service de quoi? De quoi? De qui? Du système technicien, au service d'un dispositif, au service d'un idéal, d'une vision, d'une représentation, au service de soi, ou au service d'une personne souffrante qui a des droits. Bon, on va pas faire une petite enquête à main levée là. Et de toute façon, l'important là-dedans, évidemment, au plan de l'éthique, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse bonne qui exclut les autres. Il y a plein de réponses. Tout dépend ensuite des temps, des lieux et des circonstances pour les mettre en œuvre. Mais revenons, creusons un peu cette question du service avec le philosophe Paul Ricoeur. Je partage avec vous une chose qui m'a aidé au fil d'une lecture, c'est quand Paul Ricoeur propose de voir derrière, en filigrane de l'autre, soit un autrui, soit un chacun. L'autrui, c'est celui de la sollicitude et de l'amitié. Tous ceux qui sont des soignants le connaissent, s'y reconnaîtront volontiers dans leur relation interindividuelle. Et quand un malade, à la fin d'une consultation, peut me dire « j'étais avec vous, c'est comme si j'étais seul au monde avec vous », ça c'est un beau compliment. Mais je peux vous dire que sur des milliers et des milliers de consultations, puisque j'ai plus de 40 ans d'exercice, j'ai pas besoin de me déchausser pour compter sur le doigt le nombre de fois où on m'a dit ça. Tant sont fortes les interférences, pour que justement on ne soit pas seul au monde. Mais en réalité, dans la vraie vie, on n'est pas seul au monde. Et c'est pour ça que la suggestion de Paul Ricoeur me paraît aidante, intéressante, en tout cas pour moi, m'a permis d'apaiser mes relations jadis plus belliqueuses avec les administratifs. Le chacun, c'est celui de la justice et de l'équité. L'aphorisme qui est derrière, c'est « à chacun selon son dû », à chacun selon son droit. Les administratifs, on leur confie, la société leur confie des moyens qui sortent de la poche des contribuables. Ces moyens sont limités et de plus en plus limités, et ils ont mission de les répartir le plus équitablement possible entre les différents bénéficiaires que nous sommes, ou réellement, ou potentiellement. Et donc, finalement, il ne s'agit pas d'éliminer l'autre de l'administratif pour ne voir que l'autre du soignant, mais les deux sont aussi légitimes l'un que l'autre. Alors, traitement, thérapie, soins, on a vu dans la première partie que c'est une affaire de clinique et une question de climat. Dans la deuxième partie, que c'était une affaire de service. Et qui dit service, dit aussi, bien sûr, marché, management. Et là aussi, il faut l'assumer dans la démarche participative, qui est une démarche à la fois de soignant et de manager. Pas l'un ou l'autre, mais les deux, avec un dosage subtil sur lequel je ne vais pas m'étendre. Je continue à rassembler la gerbe des réflexions faites jusque-là, sous cette forme-là, puisque je suggère, vous voyez, dans la diapositive précédente, que c'est une question de marché. Eh bien, prenons l'image de la pièce de monnaie. Que je sache, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours un côté avec des chiffres et un autre côté avec une image. C'est une figure ou c'est un visage. Et il me semble que cette pièce de monnaie, telle qu'elle est faite, est une image intéressante, une métaphore pertinente pour dire ce qu'est finalement le soin. Du côté pile des chiffres, on a les actes de nomenclature, on a la T2A, ce qui est transformable donc en chiffres, ce qui est évaluable, et il s'agit de gestes qui sont soigneux, qui sont techniques, ils peuvent être très pointus techniquement. C'est un travail soigné, évaluable en tout cas. Et là,
Pour le clinicien, il s'agit de pointer son inclinaison. Le clinicien qui se penche sur un dossier, sur un malade, sur un cas. Il s'agit là de pointer le soin substantiel en lui-même, les actes de soin. Et la valeur, évidemment, de ce soin est financière. Mais l'autre côté de cette pièce pointera le soin comme rencontre entre un je et un tu. Je fais référence à un livre du philosophe juif Martin Buber. Et là, donc, rencontre entre un patient soignant et un patient soigné. Parce que les deux doivent finalement intégrer la valeur temps dans leur relation. Et, comme on l'a dit tout à fait au début, les deux sont finalement dépendants et vulnérables. On va essayer d'y revenir un peu plus. Là, c'est l'inclination du clinicien qui compte, c'est-à-dire son fort intérieur, qu'aucun pouvoir, ni politique, ni administratif, ne pourra modifier, heureusement. Et c'est là qu'est la source et le cœur de notre motivation, mais aussi de notre sensibilité, donc de notre souffrance de soignant. Et la démarche participative prend en compte particulièrement cet aspect-là. En quelque sorte, la démarche participative pointe là l'état d'esprit, mais on peut aussi la décliner comme une organisation tout à fait visible. Et là, bien sûr, je finis, ce soin côté face fait référence à la valeur morale de ce soin, à côté de sa valeur financière. Et là encore, il n'est pas question d'aller séparer l'un de l'autre ou faire combattre l'un contre l'autre, mais c'est une seule et même pièce que ce soin. J'ai passé combien de temps à vous causer alors que vous n'avez rien dit? Combien? 30 minutes? Oh, c'est largement suffisant. Il faut que vous parliez maintenant. Peu importe ce qu'il y a sur les diapositives. Ensuite, dites-moi déjà ce que... Mais alors, là, peut-être je suis en train de faire... Mon rôle est juste de... Oui? Merci. Alors, allez-y, réagissez, éventuellement indignez-vous, mais également enthousiasmez-vous, hein, je ne suis pas contre. Hein. En tout cas, échangez, et puis ça prendra la direction que ça pourra. L'éthique, c'est ça aussi, avec un risque, ce qui est celui d'une construction ensemble. Voilà. Oui, il y a un micro là. Ensuite, en fonction, éventuellement, je ferai passer d'autres diapositives. C'est pas ça le plus important. Mon souci, mon idée, c'était de voir ce que nous faisons tous les jours, peut-être sous une forme différente. Oui. Alors, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de quelqu'un qui pose des questions à quelqu'un qui sait, on est d'accord. Hein, vous avez une compétence professionnelle, un chemin de vie, merci de le partager. Et ça m'aidera si vous me dites qui vous êtes. Bonjour, je suis Virginie Testu, médecin. Médecin en équipe mobile de soins palliatifs oui. Sur Bayeux. Voilà, et ça c'est la moitié de mon temps, et l'autre moitié je suis médecin coordonnateur sur la structure d'hospitalisation à domicile du territoire de santé de Bayeux. Merci à vous, parce que c'est vrai que ce côté vocable, racine, nous permet de savoir de quoi on parle, parce que dans les soins de support, je pense qu'il y a la communication qui est quand même primordiale pour apprendre à se connaître, savoir ce que fait l'autre, savoir ce que fait l'autre et quand il le fait. Et c'est vrai que comme aujourd'hui c'est le lien ville-hôpital, la question que moi qui m'intéresse, c'est ce côté transversalité, place du médecin traitant, qui est le chef d'orchestre, à quel moment c'est le cancérologue, à quel moment c'est le médecin algologue, à quel moment c'est le médecin traitant. Donc le challenge c'est ça, c'est pour le repère pour le patient. C'est pas toujours simple. Voilà. Donc c'est plus une remarque qu'une réelle question. Je le prends comme tel, je fais écho en disant simplement effectivement le temps est passé où Georges Duhamel pouvait écrire avec pertinence qu'il n'y avait qu'un colloque singulier entre un médecin et un malade. Maintenant, on est plein. Il y a deux nébuleuses l'une face à l'autre. Il y a plein de proches familiaux, de proches amicaux, de proches associatifs, quelquefois même militants, d'un côté, la première nébuleuse. La deuxième nébuleuse dans cet univers du soin, c'est tous les professionnels, de plus en plus nombreux et nécessaires aussi. Et donc, il y a l'utilité de les reconnaître et de fonctionner ensemble. Et un prérequis éthique pour fonctionner ensemble, c'est sans doute l'hospitalité. Alors, hospitalité,
En public, on a l'habitude, mais à l'hospitalité privée aussi. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que là aussi, la racine hospitalité, c'est pas la racine, c'est les racines. Il y en a deux. Un seul mot en français pour dire celui qui reçoit et celui qui est reçu. Hôte. Deux mots pour bien distinguer celui qui reçoit, hospes, et celui qui est reçu, hostis. Vous entendez? Celui qui est reçu, hostis. Ça a donné hostile, hostilité. Il y a une sourde menace en celui qu'on reçoit. Et parce qu'il y a cette sourde menace, on n'est pas forcément enclin, et encore cliné là, vous voyez, à l'accueillir de manière constructive et favorable. Alors on a une grosse culture, une habitude en hôpital d'accueillir les gens, mais sur la base d'une relation asymétrique. Je sais face à celui qui ne sait pas. Je suis en bonne santé face à celui qui ne l'est pas. Et il y a des stagiaires. Là aussi, ce sont des gens qui ne savent pas et ne savent pas faire. Et on est toujours, quand on reçoit, sur le haut de la symétrie. Eh bien, avec les soins de support, il faut changer la posture et la culture, parce que les professionnels de soins de support savent des choses que je ne sais pas et disent des choses que je ne peux pas dire moi-même. Et donc, je dois revoir ma manière d'être hospitalier. À la suite de Virginie, là, je ne me représente pas puisque j'ai parlé tout à l'heure, je m'interroge sur le fait de la position et ce fameux chef d'orchestre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le chef d'orchestre, c'est le malade lui-même et qu'autour, justement, il y a l'orchestre qui sont les professionnels de santé? Et est-ce que c'est pas à lui? Est-ce qu'on ne doit pas l'écouter, lui, en priorité, et après essayer de jouer quelque chose d'un petit peu sensé et de cohérent autour de lui? Je pense qu'on ne peut pas jouer, même s'il y a une cohérence dans l'orchestre, si le chef d'orchestre n'est pas là. Et je pense que le chef d'orchestre, c'est le malade, sachant que le malade, il est chef d'orchestre très différent d'un moment à l'autre au cours de son parcours. C'est-à-dire que c'est probablement pas quelque chose de linéaire. Il y a certainement, comme dans toute, je dirais, œuvre musicale, des hauts, des bas, voilà. C'est peut-être là où il faut qu'on arrive à comprendre que finalement, on est sous la direction, entre guillemets, sachant qu'il faut l'aider. Et un chef d'orchestre tout seul, sans orchestre, ne peut pas être bon. Donc je pense que là, il y a vraiment une histoire d'équipe encore et de transversalité. Je ne peux que souscrire à ça. Et cette remarque, Virginie, me donne envie de prolonger en réfléchissant 2 secondes sur l'accompagnement. Et puisque tu utilises cette image, précisément l'accompagnement musical. Pour qu'un accompagnement musical soit efficace, il faut en premier que le tempo soit le même pour celui qui accompagne et pour celui qui est accompagné. Et donc c'est toute la métaphore des timings et du vécu de chacun qu'il faut essayer de caler. Et bien sûr, l'accompagnement, il est au service de celui qui s'exprime. Mais si j'ose dire, je mettrai un bémol à ton idée du malade au centre. Alors, c'est une chose, bien sûr, qui a sa logique. Dans l'école, c'est l'élève qui est au centre ou qui devrait l'être. Dans l'institution de santé, c'est le malade qui est au centre ou qui devrait l'être. Oui, bien sûr. Il y a d'autres réflexions qui émergent pour intégrer la dimension institutionnelle et organisationnelle du soin et qui incitent, au lieu d'utiliser l'image du cercle avec un centre qui serait le malade, à utiliser l'image de l'ellipse avec 2 foyers, et ces 2 foyers seraient, je reviens à votre première remarque, voilà, c'est ça, qui serait le couple référent, si j'ose dire, du malade, oui, bien sûr, mais du médecin référent. Et c'est mettre l'accent sur la nécessité absolue, qui qu'il soit, médecin généraliste, oui, éventuellement l'oncologue, s'il veut bien assumer ça, en tout cas, qu'il y ait autour de tout le système ce binôme qui est constitué par le malade et son soignant référent. Bonjour, Ici. Oui, ici. Je suis Élise, infirmière libérale à Caen, et je voulais juste, je sais pas, je trouve qu'il y a une différence à chaque fois entre ce qu'on nous propose. Enfin, moi, je viens tous les ans à cette réunion-là, et je trouve qu'il y a une différence entre ce qu'on nous propose à domicile, enfin, ce qui en ressort, et tout ce que vous nous apportez. Je trouve que c'est un monde idéal à chaque fois quand on vous écoute. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de supports intéressants, et à domicile, les patients
Je trouve que tout à l'heure, on parlait de chef d'orchestre. C'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve qu'ils sont vulnérables, ils sont dans une situation de demande. Ils sont pas en mesure de dire, moi, j'ai besoin de ça à tel moment. Je pense que c'est plus aux médecins, alors oncologues ou médecins traitants, avec des transmissions entre les deux. C'est plus à eux de savoir ce qui est bon, en accord avec le patient, et lui proposer des choses. Mais nous, à domicile, moi c'est mon impression, j'ai l'impression ils sont paumés, ils sont complètement paumés. On leur propose des choses. Alors est-ce que après c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure d'entendre certaines choses en fonction de leur stade de la maladie? C'est plus cette impression qu'on a là à domicile. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est la notion de temps. Je trouve qu'on est on est à la course, on fait la course pour tout. Et que nous, à domicile, on essaye de prendre le temps. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Et qu'on parlait tout à l'heure de tempo, et on ne va pas tous... puis je vois bien les oncologues, entre les recherches, que ce soit des conférences, aussi s'occuper des patients. Je pense qu'il y a une notion de temps, et on essaye de reprendre le temps de faire les choses, mais on est quand même dans cette course à la réussite. Je pense que la question de temps, elle est primordiale, et on n'a pas forcément le temps, et les patients des fois peuvent nous le reprocher, mais moi avant j'ai fait de l'HAD, donc beaucoup de soins palliatifs, et on avait cette chance d'avoir le temps, parce avec un médecin qui était Monsieur Delassus, qui était génial et très disponible. Mais je veux dire, si on n'a pas ce temps-là, je pense qu'on peut pas être efficace, quoi. Je prends le temps de la pause. Pardon, c'est pas assez fort? Non, je voulais juste, oui. Si je peux me mettre, Oui. entre guillemets, intervenir. Oui. Donc moi, je m'appelle Philippe Barjot, je suis gynécologue obstétricien. Oui. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, je me trouve exactement à un endroit où, ce qu'on a toujours dit, la vie et la mort se croisent. Le matin, je peux aller faire un accouchement, et l'après-midi, aller serrer la main à une vieille dame qui va mourir de son cancer que j'ai opéré quelques mois ou quelques années plus tôt. Donc ça, c'est tout à fait différent du point de vue vie de tous les jours. Et en réfléchissant à cette journée-là, je me suis dit qu'il y avait deux mots qui étaient importants. Le premier, c'était le mot injustice. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et le deuxième mot, c'était le mot mélange des genres. Parce que derrière soins de support, en fait, on confond ou on mélange, je vois ça depuis 20 ans, les soins palliatifs, ça rejoint la notion de temps, et les soins prolongés, ce qui est fondamentalement, je vais dire, différent. Donc, le soin palliatif, va considérer la mort comme un processus naturel. Moi, je vois bien les oncologues, ils ont toujours un moment difficile pour dire on met cette personne en soins palliatifs, parce qu'il y a une annonce, parce que ça veut dire que la morphine que je vais vous mettre, si je vous annonce que vous allez mourir parce que j'ai plus grand-chose à faire pour vous, etc., et qu'ils sont, et que nous sommes, parce qu'on ne décide pas tout seul ce genre de choses, à la fois dans l'incertitude médicale et en même temps face au droit à la vérité pour les gens. Le soin palliatif, en fait, c'est de la thérapeutique, en fait, je dirais. Le soin palliatif, c'est pas très complexe, c'est purement du docteur et de l'aide-soignante qui est là, et de l'infirmière qui est là, parce qu'elle est là tout le temps avec les gens, et elle sait bien ce qu'ils ressentent. Et on a des infos qui valent de l'or pour pouvoir savoir ce qui se passe et quelle est la famille, qui il y a autour, parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas obligatoirement très très bien. Et on est là pour soulager la douleur physique et soulager la douleur morale. Ça, c'est le soin palliatif. Il est assez simple, je dirais. L'autre côté, il y a le soin prolongé. C'est-à-dire qu'on sait que, et ça c'est plus ce qu'on entend dans l'HAD, on sait que ça va mal se terminer, mais ça, je peux me faire écraser par le bus en sortant dehors et que ça se terminera mal pour moi comme pour d'autres. Ces soins prolongés, ils sont, en y réfléchissant, ils devraient être à la fois personnalisés et proportionnels. Souvent, c'est donné en institution, alors que ça soit une institution, un hospice, ou que ça soit un HAD, c'est à peu près la même chose. C'est des gens qui sont en manque d'autonomie et sévères. On sait que c'est une échéance moyenne,
Et là, il y a trois sujets que je dirais d'éthique, et qui se reposent d'ailleurs même pour des soins médicaux standards. Il y a ce que j'appelle le soin personnalisé. Qu'est-ce que c'est que ce soin personnalisé? La dignité de la personne, jusqu'où je peux aller, dans quel cadre je peux le faire. Donc voilà, les soins de support. Et la qualité de vie. Parce qu'il y a une chose qui n'est jamais, ou qu'on n'entend pas très très souvent, c'est la notion de qualité de vie. Il y a des gens qui supportent certaines choses que d'autres ne supportent pas. Donc c'est là la recherche un tout petit peu. Et il y a des gens pour lesquels on va faire, pour améliorer leur qualité de vie, des choses qu'on ne ferait pas pour d'autres. C'est un événement qui me paraît tout à fait proportionnel. Et donc ce soin proportionné, c'est ce que j'appellerais une action humaniste, et que parfois cette action dite humaniste, elle est un petit peu contraire aux soins prolongés, qui est un petit peu, j'allais pas dire administratif, mais qui est un petit peu corrigé. Ça, c'était la chose, parce que je me rends compte vraiment que chez les soignants, ils ont beaucoup de mal à faire la nuance entre le prolongé et le palliatif. Et le deuxième élément dont je voulais absolument parler ici, c'est la notion d'injustice. Parce que ce qui se passe à Caen, et je crois pour pas mal de choses super, ça peut dépendre de l'endroit où vous vous trouvez, ça va dépendre, mais ça, c'est l'avis peut-être du médecin ou du groupe ou de l'association que vous allez rencontrer. Et ce qui est vrai ici ne l'est peut-être pas à 50 km, et peut-être que de l'autre côté de l'Orne, au bout, là-bas, il y a des choses extraordinaires qui sont et qu'on ne sait pas. Et c'est cette notion d'injustice qui est financière, finalement, quelque part, à un moment ou l'autre, qui rejoint ce que vous disiez à fort juste titre de la notion administrative, où il ne faut surtout pas se couper de la notion administrative, que ce n'est plus un débat singulier, mais qu'il l'est quand même, parce que les gens vont nous dire des choses qu'ils ne pourront jamais dire ailleurs et qu'on ne pourra jamais entendre autrement. Voilà, c'est vraiment ça les deux éléments que j'aurais aimé débattre, je ne sais pas si je vais débattre, mais au moins pour éclaircir un petit peu le débat. Donc finalement, si je résume, je commence par la question de la justice ou de l'injustice. Et la première chose qui est de travailler un peu la nuance, la ressemblance ou la différence entre soins de support et soins palliatifs. Alors pour justice-injustice, ce que vous dites m'évoque finalement cette visée que Paul Ricoeur donne de l'éthique, visée d'une vie bonne, voilà, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et c'est ce juste de l'institution qui me paraît faire écho avec ce que vous dites. Et je voudrais indiquer là que le juste peut se référer à l'inéquité, bien sûr, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi à l'ajustage ou l'ajustement. C'est-à-dire que même quand les contraintes se resserrent, augmentent, il y a, en particulier avec la démarche participative, à plusieurs, moyen de trouver dans les interstices un espace de jeu pour ajuster un peu mieux les moyens disponibles aux besoins de celui en face de qui on est, pour que ce soit, et vous employez le mot, le plus personnalisé possible. Ça, c'est pour le côté juste. Maintenant, soins de support, soins palliatifs, on pourrait longuement discuter. Je vais vous dire sincèrement qu'au point où j'en suis de mon cheminement, je les vois comme complètement en continuité et homogènes, et que je rêve même du jour où il n'y aura plus besoin de mettre un qualificatif derrière le mot soin, que ce soit supportif ou que ce soit palliatif. Et je propose, vous voyez, c'était dans une des diapositives, elle tombe là sous mon nez, mais de reprendre cette image ancienne et de prendre le risque en pays laïque d'un regard rapide sur une ligne de l'évangile de Matthieu, qui se réfère à cette histoire d'un paralysé qui va être rencontré par Jésus. On n'entre pas dans le détail, mais la phrase quasi finale, et qui est retenue en général, qu'on croit ou non au ciel, et il ne s'agit pas là, bien sûr, de prendre le texte biblique dans le rapport qu'il a avec les communautés, mais de façon laïque, comme un document culturel, au même titre que, je parlais tout à l'heure, l'Iliade et l'Odyssée. Donc là, je relève cette phrase qui est
lève-toi, prends ton lit et marche. En général, on ne retient que lève-toi et marche, avec le caractère spectaculaire et miraculeux. Mais j'insiste, le texte de base, il insère lève-toi, prends ton lit et marche. Et finalement, ce paralysé, il est supporté en situation de base par sa maladie, par son lit, comme de manière générale, c'est le lit qui porte le malade alité et qui est cloué dessus. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, la relation au lit s'inverse. Le malade se met debout et marche, mais en prenant son lit. Et on peut filer la métaphore du lit qui correspond là aux soins de support qui permettent et permettraient idéalement, mais j'espère aussi pratiquement, comme vous l'avez indiqué, d'améliorer la qualité de cette vie qui a été prolongée par le traitement spécifique, mais qui, si on ne fait rien pour l'habiter et l'humaniser, n'aura pas de sens. Vous vous souvenez de cet ouvrage de Jean Bernard, le premier président du Comité consultatif national d'éthique, qui était hématologue et écrivain aussi. Cet ouvrage est Le syndrome du colonel Chabert. C'est l'histoire. Il reprend la nouvelle d'Honoré Balzac, le colonel Chabert, un officier donné mort sur un champ de bataille. En réalité, il n'est pas mort, mais quand il essaye de se réinsérer dans la société, donné pour mort, il n'a plus sa place. Et bien, de la même manière, Jean Bernard raconte que les premiers greffés de moelle porteurs de leucémie aiguë n'ont pas pu rentrer chez eux parce que la place était prise par des proches qui avaient considéré qu'ayant une leucémie aiguë, ils étaient morts. L'idée qui est derrière, c'est il y a bien un temps prolongé qui est celui des survies de la statistique. Henri Bergson, le philosophe, dit que ça, c'est de l'espace sous une courbe. Mais pour que ça devienne humain, ça se transforme en durée. Il y a tout un travail d'humanisation. Oui, bonjour, Paul de Cateaugru. Je travaille donc en hématologie à l'IHBN avec le docteur Chaise, Stéphane. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça me semble très douloureux, ce que tu viens de dire par rapport au temps. Cette détresse du patient à domicile, parce que c'est vrai que nous, on est plus côté hospitalier. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité dans ce que tu viens de dire. Et puisqu'on parle d'éthique, soins de support, je crois que vous avez dit des mots-clés importants, l'humilité et la modestie. Je crois qu'en tant que soignant, il faut rester modeste et humble face à l'individu et pas au patient. Là, je vais aller un petit peu plus loin. Pour moi, le chef d'orchestre, c'est pas le malade, mais c'est l'individu qui a une maladie, qui est malade. Et je crois qu'en tant que soignant, que ce soit à l'hôpital ou au domicile, on fait ce qu'on peut en tant que soignant pour accompagner, pour avoir du temps. Est-ce que le temps, ça se compte en heures ou est-ce que c'est la qualité? Si tu passes 5 minutes auprès de ton patient, l'accompagnement peut être de grande qualité, même si tu n'as pas passé 2 heures à tenir la main à un patient qui va mourir ou accompagner. C'est difficile, mais je crois qu'il ne faut pas le culpabiliser. La preuve, tu es là aujourd'hui. C'est que tu t'en inquiètes, mais enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais j'ai senti beaucoup de souffrance à travers ce que tu as dit. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette détresse de patient. Il est paumé. Je crois qu'il est avant tout un individu perdu dans la maladie, perdu dans son traitement, perdu dans sa thérapie. À nous, là, en tant qu'experts soignants, peut-être effectivement d'intervenir sur les informations, sur les réexplications, sur la reformulation. C'est juste, c'est pas une question directe, mais c'est juste que j'ai senti vraiment beaucoup de souffrance. Je passe la parole à Nadine. Merci en tout cas pour cette intervention. Elle dit une chose qui me paraît fondamentale, que j'en profite pour l'évoquer. Je saisis un kairos, je vais dire pourquoi. Vous manifestez une sensibilité à quelqu'un qui s'exprime et qui exprime une souffrance. Ça, on est à la racine de ce qui fait un soignant. Et un soignant compétent ensuite, eh bien, il transforme cette sensibilité qui est une vulnérabilité en un acte concret de soin, et c'est toute sa formation et son expérience qui le permet. Deuxième chose, puisque vous avez vraiment insisté sur la question du temps et du temps qui manque, je ne peux qu'être d'accord avec vous si on se réfère à la racine du temps qui est chronos, c'est-à-dire le chronomètre qui nous contraint tous et qui nous limite. On est d'accord. Mais
vous commencez à savoir maintenant, hein, je suis un amoureux des racines, messieurs les Grecs ont 2 autres mots, au moins, pour dire le temps. Le kairos et la skolé. Alors, kairos, c'est quoi kairos chez les Grecs? C'est un athlète nu, enduit d'huile d'olive, qui a une seule mèche qui dépasse, et le jeu consiste à attraper sa mèche au passage. Le kairos, c'est l'occasion à saisir. Et ça, je suis sûr que ça peut faire référence à votre propre expérience, et peut-être à celle de quasiment tout le monde. On finit un geste de soin. On s'apprête à partir. Un médecin met la main sur le loquet de la porte pour ouvrir et dire au revoir. Et à ce moment-là, la personne malade pose la question qui tue. Hein? Et on a 2 options face à ça. Ah, c'est pas possible, c'est pas le moment, il n'y a pas le temps, j'ai plein de gens qui attendent et j'ai plein d'actes infirmiers à faire. On peut faire aussi un autre choix et dire ah, mais ça, c'est peut-être le kairos qui est en train de passer et que je vais saisir, au risque effectivement de bouleverser le reste de mon programme, mais c'est surtout de bouleverser. On est tous faits comme ça. Hein. On a un programme dans la tête et on aime bien pouvoir le suivre. Donc cette capacité, si on arrive rapidement à saisir, donc il y a la sensibilité, et à se mettre à disposition, se rendre disponible pour ce qui apparaît une question intéressante, alors qu'est-ce qui risque fort de se passer? C'est que la personne, à travers la réponse et l'échange qu'on va avoir, va faire un chemin que vous ne pouviez pas provoquer vous-même. Et là, en quelques secondes ou quelques minutes, il va se passer quelque chose qui est au-delà du chronos et qui, de mon point de vue de soignant, permet non pas de régler tous les problèmes de temps, mais quand même, d'être soignant dans la rencontre humaine malgré le chronos. Et je finis avec le 3e mot, skolé. Chez les Grecs, skolé, c'est le temps, mais c'est aussi la pause. P-A-U-S-E, le repos. Pourquoi ce lien? Vous savez que le mot skolé a donné l'école en France, scolaire, school en anglais, schule en allemand. C'est pas pour rien. Les Grecs avaient compris que pour se former, pour s'éduquer, pour faire des progrès en connaissances et en compétences, il fallait prendre le temps et être en disposition de recevoir, être disponible. Comme là, nous le sommes tous ce matin, parce qu'il n'y a pas d'interférence, je n'ai pas entendu un seul téléphone. Et voilà, ça c'est skolé. Et le temps de l'éthique, c'est le temps de la skolé. Ça veut dire quoi le message? Et je mesure que ce soit difficile pour vous dans le privé, mais c'est difficile aussi dans le public. C'est un combat quotidien, mais se donner un peu de temps à part pour se mettre ensemble et se former un peu plus. C'est aussi un des piliers de la démarche participative. Nadine, je suis infirmière libérale comme Élise, et je suis là. On a l'habitude de travailler ensemble et de se former ensemble sans se donner rendez-vous, on s'y retrouve tout le temps. Je voulais dire, là, ce que vous venez de dire, nous on appelle ça le petit mot de la fin. C'est toujours au moment de partir, le patient, il a toujours le petit mot de la fin. Et notre difficulté à domicile, c'est toujours de passer. Philippe disait tout à l'heure, je fais des naissances, je fais des décès, j'annonce des nouvelles douloureuses. Nous, c'est pas du matin au soir, c'est du patient au patient, parce que notre activité fait qu'on a une multitude de pathologies et que ça va de l'accouchement avec le suivi de la maman à la personne âgée qu'on va accompagner dans son soin palliatif ou dans sa fin de vie ou dans son traitement pour le cancer. Notre difficulté, c'est qu'on n'est jamais au courant de rien. Et là, on travaille avec le réseau de Cancéro pour avoir des infos. On travaille sur la chimiothérapie Perrose. Il y a des programmes en Normandie, Basse-Normandie encore. Il y a de véritables enjeux pour nous à nous connaître. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je voulais vous remercier aussi pour ce rapport au mot, MOTS. Je regrette de ne pas avoir fait plus de grec et de latin. Ça m'aurait peut-être aidé. Je crois qu'il va falloir le remettre à l'école avec obligation de l'utiliser, de le comprendre. On a l'impression que c'est la nuit des temps. Et moi, ça fait 35 ans que je suis infirmière. Et j'ai vu tellement de choses évoluer grâce aux soins de support. Vous parliez des gens qui étaient alités, des personnes âgées. C'est vrai que maintenant, les personnes en fin de vie, chez elles en particulier, elles sont plus au fond de leur lit. On les lève, elles marchent. Et pourtant, elles sont en soins palliatifs.
Enfin voilà, les soins de support, c'est une nouvelle. On a l'impression que c'est tout nouveau, alors que c'est la nuit des temps. Si on n'est pas nombreux dans cet amphithéâtre, c'est peut-être bien aussi, parce que c'est les plus motivés qui vont faire avancer les choses, ou les autres n'ont pas eu le temps de venir, on transmettra. En tout cas, merci pour cette journée, et puis merci pour votre intervention, ça fait du bien. Je vais passer la parole à Claire. J'ai le droit de poser une petite question entre-temps. J'en profite, j'ai le micro. J'ai bien aimé votre métaphore guerre-épée, votre dichotomie. Du coup, je voudrais parler de la RCP. C'est un conseil de guerre, c'est réunification des chefs d'armée, le chef du scalpel, des rayons, des chimios, les guerres chimiques. Comment on peut, dans ce contexte-là, parler de paix et de soins de support? Parce qu'on a du mal, en RCP, même dans des référentiels de prise en charge, à voir la notion de soins de support. Si quelqu'un a une réponse, ça m'intéresse. Merci, quelle belle remarque ou quelle belle question dans un écrin pareil où j'ai été frappé dès mon entrée par la douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé. De ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Vous passez peut-être souvent, vous, sous cette porte-là. Est-ce que vous voyez toujours la vérité de ces... et le poids de ces paroles? Oui. Je dirais que ce lieu dans lequel on est dit à la fois la vérité et l'horreur de la violence et de la guerre. Et je vais sans doute dans la journée aller voir de plus près là, ce que ce lieu propose. Et en même temps, c'est ce qu'on m'en a dit, mais je perçois aussi dans l'atmosphère de ce matin qu'il y a des éléments de paix qui constituent, à mon sens, le prérequis d'une démarche éthique. On n'est pas au pays des bisounours, c'est clair. Mais si on veut progresser dans la qualité des décisions qui sont prises, en particulier en matière de cancérologie, donc en RCP, vous dites, il y a parmi les prérequis un majeur qui est le climat préalable doit être celui de la paix et de la reconnaissance mutuelle. Il ne s'agit pas d'être démagogique et de dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, mais de considérer que quel que soit le niveau de hiérarchie où on se trouve en tant que professionnel, et quel que soit le rayon de la responsabilité qu'on a, on a une légitimité à parler à partir de l'expérience professionnelle qu'on a, qu'on soit aide-soignante, qu'on soit infirmière, qu'on soit cadre, qu'on soit tout ce qu'on veut. Il y a une légitimité et une RCP ne fonctionnera que s'il y a ce prérequis de cette reconnaissance mutuelle. On doit reconnaître que dans un nombre de cas assez fréquent, la RCP consiste, pour celui qui est au sommet de la hiérarchie, à indiquer ce qui a été décidé en petit comité ou ce qu'il pense lui, et de faire de l'ensemble des gens présents comme une chambre d'enregistrement de cette décision. C'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Et là, je parle alors avec l'arrière-pensée, le fait que je fais partie d'un comité d'éthique d'hématologie qui travaille justement et fait une enquête sur ce que sont les RCP en France à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des enquêtes publiées en pays anglo-saxons, mais il y en a très peu en France. On a conscience de cette difficulté et en même temps de l'évolution favorable. Et je viens là à l'autre détail de votre question, l'intégration d'éléments qui relèvent plutôt des soins de support et des soins palliatifs dans les RCP elles-mêmes. Mais là, on se heurte au principe de réalité. Il n'y a déjà pas le temps pour parler et enregistrer les cas basiques, je dirais, et ce qui relève du cahier de charge minimum des RCP. Y ajouter, là, pour le coup, le chronos va nous bloquer complètement. Il s'agit d'inventer des nouvelles manières de communiquer pour que la dimension soins de support soit intégrée. Alors là, il y a des expériences qui sont publiées même, certaines en tout cas, j'ai connaissance de certaines, et sans doute pas de toutes, évidemment. Je pense en particulier à une expérience de Grenoble, où celle qui s'occupe des soins palliatifs, son nom va me revenir, mais peu importe finalement, Guillemette Laval, merci. Voilà.
au fil des années. Évidemment, c'est pas comme ça d'un instant à l'autre, a réussi à monter une organisation qui laisse la liberté à quelque équipe de spécialistes que ce soit, dès lors qu'ils se trouvent devant une situation considérée comme complexe, de mettre à l'ordre du jour d'une réunion type RCP, mais soins de support et palliatifs, pour pouvoir avancer davantage dans la croisée des regards autour de ces cas difficiles. Et là, nous sommes encore une fois dans le cœur de la démarche participative. Oui. Réunion de concertation pluridisciplinaire, là où sont prises les décisions en cancérologie. Ah. Chaque spécialiste. Merci beaucoup pour cette invitation et cette incitation à communiquer toujours plus respectueusement et efficacement. Merci. Moi, je voulais juste rebondir, enfin on ne va pas avoir beaucoup de temps, mais bon, merci pour tout ce que vous avez abordé. Et surtout aussi le côté pile, le côté face entre l'administration et nous, soignants, parce que moi j'avoue que ça m'a peut-être un peu apporté un peu de sérénité, ce que vous avez dit. Je trouve que dans le contexte de l'évolution du système de santé, en tout cas pour les vieux médecins comme je suis, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec un jeune collègue qui me dit maintenant, moi je pense finance dès le début, et je lui dis moi j'ai encore du mal. Les choses évoluent. De toute façon, on est bien obligé de faire avec, mais je trouve que c'est quand même source un peu de souffrance éthique parfois. Donc on n'est pas en opposition. Et je suis ravie aujourd'hui de voir qu'il y a un directeur général adjoint d'un grand centre, du CLCC, mais je pense que sur le nombre que nous sommes là, une petite centaine de soignants convaincus par cette démarche, il y a encore peut-être pas assez d'administratifs à réfléchir avec nous dans cette démarche. Voilà, je ne connais pas tout le monde, mais je remercie Monsieur Hamon, pour ne pas le citer, d'être parmi nous, et que cette démarche participative, on doit effectivement associer les administratifs dans cette réflexion. On est souvent en opposition. Moi, j'avoue que ceux qui me connaissent savent que je me mets souvent en colère, et c'est pas bon. Mais quand on ne parle que finance, ça me met vraiment en état de souffrance éthique, quoi. Je ne comprends plus bien les choses. Et c'est vrai aussi qu'il faut qu'on fasse avec la réalité. Donc il faut absolument qu'il y ait des lieux de discussion ensemble. Voilà, ensemble, parce que sinon c'est la guerre, quoi, c'est vrai. Pour rebondir sur la notion de discussion, dans l'établissement où j'exerce, on a mis en place ce qu'on appelle un groupe de réflexion éthique. Et ce groupe de réflexion éthique correspond un petit peu à cette partie RCP, c'est la partie, on va dire, comme ça a été décrit, guerrière. Et puis il y a aussi le groupe de réflexion éthique qui, cette fois-ci, englobe l'ensemble des gens qui y travaillent. On doit être 2 médecins, il y a aussi plein de personnels soignants qui y sont, il y a des gens extérieurs, il y a une sociologue, il y a une juriste, etc. Et c'est-à-dire qu'on est interpellable, je dirais, j'allais dire parce que n'importe quand ou n'importe comment, par n'importe qui. On a même sur le réseau à l'intérieur de la clinique une feuille en disant problème éthique, schlack, envoyez cette feuille de manière à ce qu'on puisse les récupérer. Ce qui permet à ce moment-là à des gens qui se rencontrent tous les jours finalement, qui ne parlent pas obligatoirement de la même chose, mais qui n'ont pas accès obligatoirement au RCP de l'autre côté, parce que c'est pas facile, parce que c'est long, parce que ça prend du temps, parce que sais-je, de pouvoir amener d'autres éléments et finalement d'amener de la discussion, de la conversation. C'est un autre mode de fonctionnement qui fait que ces 2 structures qui sont en fait englobées, parce qu'une grande partie d'entre nous participons aux 2. Et ça permet aussi à tous ceux qui soignent, et j'entends bien tous ceux qui soignent, il y a plus de 500 personnes qui travaillent, de pouvoir, n'importe quand, demander ou poser une question ou dire que ça ne va pas, ou dire que voilà ce qui s'est passé, et obtenir une réponse, voire pour nous de se rendre compte que ce n'est pas bien organisé et de changer l'organisation et d'en reparler tous ensemble. C'était une petite solution.
Merci. En tant que modérateur, nous, on est les maîtres du chronos. Et par souci de justice et d'équité aussi pour les prochains intervenants. Voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié toute cette subtilité des mots et nous rappeler combien il est important dans le langage de savoir de quoi on parle. Et voilà, pour fluidifier nos RCP ou nos temps de rencontre. Voilà, encore merci à vous et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de reparler plus sous l'angle éthique, effectivement, dans le cadre des soins de support et le reste de cette journée.